ata mokili eteleli eboyi kokende komi na suka o elikolo zali ebombamelo nanga mosantu po ete nyonso ezalisami kaka na yo mokeli nakokamwa nyonso esi. Monsieur le ministre, bonjour. Nous vous remercions infiniment de nous avoir ouvert vos portes. Question de glaner l'actualité. Et en votre qualité d'acteur politique et surtout artisan inévitable de la paix. Et nous avons donc voulu acquérir ou recevoir de vous une pensée politique au sujet de l'actualité politique nationale. Nous allons mettre à votre disposition 7 questions dont vous allez nous donner quelques réponses. Alors, comme introduction, je dirais que ces dernières années, Monsieur le ministre, annonceur de la fin du mandat présidentiel, sont caractérisés plutôt par un climat politique peu tendu qui agite toute la classe politique congolaise sur l'épineuses questions de la Constitution et bien d'autres. Toutes les familles politiques et acteurs ont donné de leur point de vue opposition à ce sujet. C'est pour ce but, comme je le disais tantôt, que nous avons fait la route ce week-end. Question d'échanger avec vous à ce propos. Car, pensons-nous, l'on ne pourrait faire la paix dans ce pays sans votre apport. Et on ne peut pas également faire des mutations ou changements politiques dans ce pays sans votre contribution en participation. Alors, la première question, Monsieur le ministre, comment vivez-vous ce climat politique actuel? Oui, ça fait un bout de temps que je n'ai pas, effectivement, je ne me suis pas prononcé au niveau des médias parce qu'il y a eu une série de situations dans le pays et donc j'ai voulu avoir une appréhension nette. Donc depuis les années 2012, 2013, 2014, il y a eu pas mal de problèmes. À commencer, par exemple, le problème du 4 mars. Il y a aussi le problème de Ntchourou. Et il y en a eu des problèmes aussi, par exemple, concernant les élections qui se sont déroulées, c'est-à-dire les élections législatives, les élections locales. Le CNR a toujours prôné le dialogue, puisque nous avons une histoire. Nous nous sommes dit, il n'y a pas un autre moyen qui permettra que toutes les parties, effectivement, aient un point de vue commun, s'ils ne se parlent pas, s'ils ne se disputent pas autour d'une table. C'est pourquoi nous avons accepté la discussion d'abord de vous, et puis la discussion aussi d'Olivier. Mais ces deux discussions-là ont un contexte différent à celui qui s'annonce maintenant, c'est-à-dire à l'horizon, c'est-à-dire le changement de la Constitution. Parce que nous nous sommes dit tout le temps que ceux-là qui sont au pouvoir nous ont demandé effectivement de nous asseoir. Nous sommes allés parce que nous avons respecté leur mandat. Nous nous sommes dit, nous sommes dans un processus démocratique et que les questions accessoires, par exemple, il faut préciser le fichier électoral, le découpage électoral, ceci, cela, c'est de leur ressort, effectivement, d'appeler tout le monde, d'aller s'asseoir et tout. Maintenant, la question dont vous évoquez tout à l'heure, pour moi, je trouve que c'est une question épineuse. Parce que c'est un problème majeur. La Constitution a été mise en place par référendum. C'est le peuple, effectivement, qui doit voter la Constitution. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas le peuple qui réclame ou qui dit que cette Constitution n'est pas bonne ou bien elle est bonne, il faut la changer ou il ne faut pas la changer. Mais ce sont les politiques qui se prononcent à ce sujet-là. Et c'est pourquoi nous disons non, c'est qu'il y a quoi que. Donc, quand bien même que nous pouvons, dans la lecture
voir quelques défaillances sur les dispositions, c'est-à-dire dans les dispositions de ce texte-là, mais nous trouvons que ce n'est pas le moment. Sinon, ça permettra aux politiques de faire la récupération, parce que quand on change une constitution, c'est une nouvelle république qui se crée, et finalement, c'est comme l'aiguille, il repart à zéro. C'est-à-dire tout le monde a maintenant le droit de se prononcer pour ceux-là qui ont effectivement cette ambition-là. Nous savons que le président Sassou a commandé les 2 mandats. Il n'a pas été perturbé. Il n'y a pas eu de guerre depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc il est à la fin de son mandat, parce que l'année prochaine, c'est en 2016, il doit y avoir des élections présidentielles. Donc pourquoi on n'a pas changé cette constitution depuis le premier mandat? On a attendu qu'on arrive jusqu'à la fin du 2e mandat pour dire que non, cette constitution n'est plus bonne, il faut la changer. Il faudrait que le président Sassou rassure tout le monde. Rassure d'abord le peuple congolais, rassure aussi toute la classe politique que j'ai eu mes 2 mandats, je dois respecter le serment que j'avais prêté, parce que le serment, je l'ai prêté devant un texte juridique qui est la Constitution. Donc j'ai terminé. Après 2016, ceux-là qui ont l'ambition pour effectivement se présenter à la compétition, ils vont le faire. Et en ce moment-là, puisqu'il est encore là, en tant que père de la nation, en tant que garant de la paix, en tant que garant de l'unité nationale, si lui, dans sa lecture, il trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais dans l'entretemps, avant d'arriver 2016, je voulais convoquer un grand rendez-vous politique où toute la classe politique doit participer en inscrivant effectivement leurs points aussi à l'ordre du jour. En ce moment-là, je pensais qu'il n'y aurait pas d'inquiétude. Mais les politiques s'inquiètent. Ils se disent que s'ils acceptent le dialogue, c'est un moyen pour Sassou de revenir au pouvoir. Et c'est pourquoi les politiques disent que pas de changement de constitution. Mais si le président Sassou pouvait rassurer le peuple congolais, rassurer la classe politique, je pense que le dialogue ne pouvait pas être un tabou. Monsieur le ministre, selon vous, par rapport à la donne actuelle, pensez-vous qu'un dialogue est-il nécessaire avant l'échéance 2016? Je dis oui. Pourquoi? Je m'explique. Il y a plusieurs problèmes dans le pays. Il y a plusieurs problèmes qui nécessitent que les politiques s'asseyent. Parce que les politiques sont aussi ceux-là qui sont à la tête de plusieurs opinions. Donc, le peuple, à la base, ne peut pas venir parler, mais le peuple ne parle qu'à travers ses leaders, c'est-à-dire ses leaders d'opinion. Quand un leader d'opinion vient parler, c'est qu'il vient traduire la pensée de sa base. Nous savons que nous sommes en démocratie. On peut aujourd'hui aller s'asseoir, mais il ne faut pas dire que ce n'est que ton opinion à toi, tu dois aller triompher. Mais au moins tu t'es exprimé, au moins tu as pris à témoin, effectivement, cette assemblée. Si ce que vous avez évoqué, effectivement, l'histoire pourra vous donner raison dans l'avenir, les gens sauront que, oui, vous l'avez dit. C'est ça. Mais si on ne s'assoit pas, parce que je peux vous dire, le dialogue, on peut le faire. Même si Sassou ne change pas de constitution, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Parce que, pour moi, je trouve que c'est le seul moyen qui permettra d'abord qu'on puisse changer de point de vue, dans le seul souci, effectivement, de construire la République, de privilégier la République. On va faire des propositions. Le dialogue est aussi nécessaire. Pourquoi? Je prends un exemple. Toumi est ici. L'autre est dans la Likwala. Il y a un autre qui est dans la Bouinza ou dans le Nyari.
chacun peut parler, chacun peut saisir la presse, mais ça n'aura pas un même impact quand ça sera un rendez-vous politique. Vous êtes là, vous tous, il y a un travail de coulisses qui se fait, il y a un partage de points de vue, et il y a une adhésion, effectivement, de ceux-là qui n'avaient pas aussi, effectivement, ce point de vue-là, mais si vous les avez convaincus, ils adhèrent. Et c'est quand vous êtes ensemble, mais ce n'est pas au moment où vous êtes chacun chez soi. Donc le dialogue, pour moi, le dialogue est nécessaire. Aujourd'hui, monsieur le ministre, sur la place de Brazzaville, je voulais dire dans la classe politique, effectivement, la tendance est d'aller vers le dialogue. Mais cependant, tout le monde convoque ou interpelle le chef de l'État de pouvoir convoquer ce dialogue. Mais il y a un problème dans la nature de ce dialogue tel que conçu par chaque parti politique ou groupement politique. Certains pensent, tel que la majorité, à un dialogue qui doit essentiellement traiter de la question de la Constitution, alors que l'opposition pense à un dialogue qui va régler les questions liées aux questions électorales. Alors, il y a les partis du centre qui pensent à un dialogue qui, pour le moment, ne présente aucun schéma. Donc que la classe politique aille juste pour chercher à mettre en place l'ordre du jour. Alors, en tant que politique, qu'est-ce que vous pouvez présenter, quel schéma, si vous l'avez bien sûr, présenter pour ce dialogue? Bon, vous savez, en politique, on doit se respecter. On doit aussi respecter l'opinion d'autrui. C'est ça aussi la démocratie. C'est vrai que c'est la loi de la majorité, mais il y a aussi la prise en compte de la minorité. C'est ça la démocratie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une chose et son contraire. Si on parle d'un dialogue, c'est que les gens vont se parler. S'ils se conviennent, c'est bien. S'ils ne se conviennent pas, ben, on va tirer les leçons de ce rendez-vous-là. Mais on ne peut pas, au départ, poser des conditions. Sinon, pourquoi aller dialoguer? Parce que ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas comme un état général de l'opposition, ou bien parce que c'est la majorité seulement qui va s'asseoir. Mais c'est toutes les tendances confondues qui devront aller s'asseoir. C'est toutes les tendances qui devront aller s'asseoir. Et en ce moment-là, il faudrait qu'on arrive d'abord, c'est-à-dire qu'on accepte d'abord le principe. Et une fois qu'on aurait accepté le principe, et on verra dans la pratique, c'est-à-dire on verra la faisabilité. D'abord, ça se passera où? Et puis, devant qui? C'est ça. Parce que les autres aspects, comme j'ai dit, il y a eu des rendez-vous tels qu'à Evo et tels qu'à Bélizy. Ça n'a pas le même caractère. Ça n'a pas le même caractère que le rendez-vous qui devra être à bientôt convoqué. Parce que si la majorité inscrit à l'ordre du jour le changement de la Constitution, ben, on sera devant qui? On sera devant qui? À ce que je sache, le peuple est la souveraine loi. Et tous ceux-là qui vont s'asseoir ne sont que des commis du peuple. Ils ne sont même pas les représentants du peuple. C'est que quand ils vont aller, ils ne manqueront pas dans leur gibecière ce que le peuple leur aura confié d'aller débattre. Et s'ils restent dans les termes du contrat qui les lie avec leur base, s'ils restent fidèles, ils devront traduire ce que le peuple dit. Mais si ils vont parler à leur guise, mais le peuple qui va suivre dehors sera obligé de dire non. Sera obligé de dire non. Donc, le peuple, il est un. Il n'y a pas de peuple. Et c'est pourquoi nous prenons la démocratie. Parce que ceux-là qui sont majoritaires, on dira que, bon, écoutez, cette opinion a triomphé parce qu'ils sont plus nombreux que ceux-là qui ont dit oui, ou bien ceux-là que ceux-là qui ont dit non. Mais les politiques ne peuvent pas, au départ, avoir des préjugés. C'est vrai qu'ils font valoir des arguments comme quoi nous avons eu la rencontre d'Evo, la rencontre de Bélizy, qui n'a abouti à rien, puisqu'ils ne respectent jamais les conclusions. C'est vrai, mais ce n'est pas le même cadre.
c'est pas le même caractère. C'est pas le même caractère. Si on n'accepte pas le dialogue, mais qu'est-ce qu'on va opposer au peuple? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va présenter au peuple comme matière pour dire que non, regardez ce que nous avons arrêté d'accord parti et que nous tous, nous serons obligés de respecter. Et si parmi nous, un les transgresse, c'est qu'il est en porte-à-faux. C'est ça. Mais si on ne va pas s'asseoir, bon, qui va parler au nom du peuple? Personne. Je dis bien personne. Monsieur le ministre, étant donné que le débat actuel, c'est sur le changement ou non de la Constitution, vous avez certainement, comme tout Congolais, suivi le message du chef de l'État à la nation. Et le président, pour le parapher, il a dit, je cite, « Il est évident que les affaires des Congolais sont et seront réglées par les Congolais eux-mêmes, de préférence par le dialogue. Et si des divergences persistent entre responsables politiques, seul le peuple souverain sera appelé à trancher par vote et ne saurait en être autrement. » Alors, pensez-vous qu'une telle démarche serait-elle justifiée? Bon, je dis que le président de la République doit être clair. Là, il y a un flou qui est là. C'est pourquoi au départ, j'ai dit que le président, c'est lui qui doit rassurer d'abord les Congolais, donner des garanties au peuple. Donc, aujourd'hui, même si on n'est plus aux affaires, mais on va vivre. Ça veut dire que même si on a des propositions, on va toujours les donner, on va toujours les faire. Donc, pour moi, je pense que le changement de la Constitution, à l'heure actuelle, n'est pas une priorité. Monsieur le ministre, dès la présentation de cette Constitution en 2002, il y avait des partis politiques qui s'opposaient à l'adoption de cette Constitution. Et aujourd'hui, plus de 15 ans après, ceux qui disaient que cette Constitution était bonne, qui l'ont adoptée, et aujourd'hui refusent, et c'est vice-versa. Voilà. Alors, vous êtes un homme politique. Quelle appréciation faites-vous par rapport à cette prise de position? Vous savez qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Si seulement le président Sassou, tout le temps qu'il est resté, s'il avait l'esprit de partage, je pense que aujourd'hui, la position de ceux-là qui, au départ, et pourtant étaient en train de décrier cette constitution, qu'elle n'était pas bonne, mais qui sont obligés de la soutenir maintenant. Pourquoi? Parce que c'est leur seul moyen de voir Sassou partir du pouvoir. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc, ils ne soutiennent pas cette constitution parce qu'elle est bonne, mais ils la soutiennent parce que pour eux, ils disent que c'est leur seul moyen de voir Sassou partir. Alors, monsieur le ministre, je reviens sur la question du référendum. À supposer, tel qu'a dit le chef de l'État dans son message, vous, politiques, vous n'arrivez pas à vous accorder, donc pas de consensus. Est-ce que l'idée du référendum est une issue pour la démocratie congolaise? Le référendum, mais qui va l'organiser? C'est ça. J'ai parlé du dialogue tout à l'heure. Oui, le dialogue, oui. Ou devant qui? Parce que il ne faudrait pas que l'une des parties soit comme juge et partie. Il faudrait qu'il y ait comme une structure, comme une personnalité, ou bien une personne morale, intermédiaire. Vous voyez, lors de la conférence nationale souveraine, mais le président Sassou était là, avec son gouvernement. Mais à qui on avait confié effectivement la charge de diriger les pourparlers? Ce n'est pas le gouvernement qui avait ce monopole-là. Effectivement, si on va débattre des grandes questions, ce n'est pas le gouvernement qui aura le monopole. Dès lors qu'ils vont se prononcer, dès lors qu'ils vont inscrire à l'ordre du jour le changement de la Constitution, ça veut dire qu'ils mettent à terre toutes les institutions.
Ça veut dire ça. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir, par le président, nous sommes dans un régime présidentiel, vous le savez, par le président c'est lui qui est la tête du pays. Donc, quand il est là, c'est parce qu'il est soutenu. Il est soutenu par un texte juridique qui est la Constitution. Sans la Constitution, il ne peut pas être là. Mais s'il déclare que non, bon, nous voulons changer cette Constitution, ça veut dire que le pays n'a plus ses bases. Le pays n'a plus ses bases. Maintenant, qui va organiser le référendum en ce moment-là? Donc, c'est dire que c'est vrai, à la presse, on ne peut pas expliquer tout ce qu'on a en soi. Mais il faudrait que nous privilégions effectivement ce dialogue-là. Parce que le dialogue, quand il va se faire, c'est vrai, il y aura des gens qui vont se défouler. Ça ne manquera pas. Mais il y aura aussi des moments où les grands doivent s'asseoir pour regarder les questions de fond, pour privilégier l'intérêt général, pour que le tissu social ne soit pas déchiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur le ministre, on constate que vous êtes beaucoup plus attaché aux valeurs de la République et à la notion de République. Alors, au regard de ce qui se passe dans le pays, quel avenir pour la République? Ben, il faudrait que les politiques se ressaisissent. Il ne faudrait pas que ce soit comme un esprit d'égoïsme pour dire que chacun tire la ficelle de son côté, sinon c'est le pays qui sera meurtri. Ça, c'est d'abord un. Mais il faudrait que le peuple aussi sache que un peuple qui n'est pas guidé, même s'il est souverain, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Ils finiront tous les deux dans un ravin. Donc, je pense que la question essentielle, c'est comme je l'ai dit, il faudrait que les gens ils prennent leur courage de s'asseoir. Et quand ils vont s'asseoir, c'est un milieu qui sera autorisé. En ce moment-là, on saura que nous sommes assis, c'est sûr que tout le monde nous suit. Le peuple nous suit, la communauté internationale aussi nous suit. Si j'ai un problème, un vrai problème, je vais l'évoquer. Mais aujourd'hui, l'opposition peut s'asseoir aussi. Mais on se dit, qui fait quoi? Vous êtes sûr que parce que je saurais que non, ça c'est l'opposition qui est rassemblée et que je vais dire ce que je pense? Non. Ça veut dire que... Mais quand on sait que, bon, ça c'est maintenant un rendez-vous, et tout le monde est là, le peuple nous suit, et nous rendrons compte à chaque moment. À ce moment-là, je pense qu'on va donner des propositions responsables aussi. Parce que c'est comme j'ai dit, moi je suis un acteur de paix. Je ne peux pas faire une chose et sans contraire. Pour preuve, il y a eu plusieurs problèmes depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui. Et si moi j'étais dans ces complots-là, le pays serait embrasé. Aujourd'hui, le Congo n'aurait pas de paix. C'est parce que je suis constant. Et je le resterai. Vous profitez effectivement dans ce sens, puisque vous êtes grand arbitre de la paix. Lors de la tenue de la conférence de presse livrée par la convention dont votre parti fait partie, on nous a fait savoir, et l'attention a été attirée aux politiques congolais de réactiver les ministres en cette période où le Congo protège soigneusement cette paix. Et ceci a été dit très fort par cette convention. Vous qui défendez la paix au Congo, quel est votre souci d'entendre qu'il y a des hommes politiques ou partis politiques qui réactivent encore des ministres dans ce pays? Ça, c'est pas normal. En ma connaissance, aucun politique ici à l'intérieur du pays ne peut distribuer les armes.
ne peut avoir les armes. Parce que tous les services qui travaillent sont des services du gouvernement. Il y a des frontières qui existent, les frontières sont gardées. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire rentrer des armes, par exemple à Maya ou soit par les frontières. S'il y a la distribution des armes, ce ne sont que ceux-là qui sont au pouvoir qui peuvent les distribuer.